Alors, ouais, c'est bon, on m'entend. Donc moi, je vais vous parler de CSS, de compagnonnage et de vexillologie. Ne vous inquiétez pas, il y a deux mots dans ce titre que je vais expliquer. Je pense que CSS, vous connaissez, j'espère. D'abord, je me présente, je m'appelle Timothée Cary, je suis développeur chez Algolia et je suis aussi co-organisateur des Meetup Human Talks, qui ne sont pas représentés aujourd'hui à Stuff Web, mais j'espère qu'ils seront l'année prochaine. Vous pouvez me trouver sur Internet sous le pseudo Pixelastic, sur Twitter et un petit peu partout. Et on va parler donc de compagnonnage pour expliquer un petit peu ce que c'est. Pour la petite histoire, il y a un an, je suis allé passer un week-end à Tours où j'ai visité le musée du compagnonnage. Je connaissais absolument rien au compagnonnage avant d'aller là-bas et c'est là-bas que j'ai appris ce que c'était. En fait, les compagnons, c'était des artisans, des ébénistes, des sculpteurs, des peintres, des maçons qui se retrouvaient sous forme de guildes et qui partageaient leur savoir ensemble comme ça. Ils fonctionnaient selon un système de disciples et de maîtres et ils avaient un rapport très particulier au travail. Ils voulaient absolument que leur travail soit un outil et qu'ils restent toujours maîtres de cet outil et qu'ils ne soient jamais asservis par leur travail. Ça se retrouve dans tout leur vocabulaire. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise d'ouvrage. L'ouvrage, c'est leurs œuvres, c'est ce qu'ils créent, et la maîtrise, c'est ils veulent toujours rester les maîtres de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est assez amusant de visiter ce musée. Je vous conseille fortement, si vous allez à Tours, d'aller le visiter, c'est extrêmement intéressant. Mais de lire tous ces préceptes qui ont été écrits il y a plusieurs centaines d'années et qui, chez moi, ont fait écho à ce que je vis tous les jours dans le développement logiciel, et particulièrement dans tout ce qui est la culture du software craftsmanship. Il y a toute cette idée d'apprendre au nouveau, d'améliorer constamment, de savoir qu'il y a toujours une meilleure manière de faire et d'avoir cette idée qu'on construit quelque chose de plus grand que juste le petit bout de code sur lequel on est en train de travailler. Et au fur et à mesure de ce que je voyais dans ce musée, je voyais de plus en plus de parallèles avec ce que je vivais régulièrement. Mais il y avait une chose que font les compagnons qu'on ne fait pas en développement logiciel, c'est ce qu'ils appellent le chef-d'œuvre. Littéralement, c'est le chef d'œuvre, c'est l'œuvre majeure du compagnon au cours de sa carrière. C'est quelque chose sur lequel il va passer énormément de temps, il peut passer 10 à 15 ans sur son chef-d'œuvre. Ça va être une version miniature sur laquelle il va pouvoir utiliser toutes les techniques de son art. Il ne va pas en utiliser une ou deux, mais il va toutes les mettre dessus. Il va les apprendre, il va les perfectionner. En les mettant toutes ensemble, il va apprendre la synergie qui va avec, il va découvrir des nouveaux problèmes et il va les régler. Il va même aller plus loin, parce qu'il y passe vraiment des années et des années. Il va potentiellement découvrir des nouvelles techniques que personne d'autre n'avait découvert dans cet art-là. Donc c'est un moyen d'apprentissage et c'est aussi un moyen d'aller plus loin. On passe de disciple à maître dans le compagnonnage une fois que notre chef-d'œuvre a été validé par nos maîtres. Donc si vous allez voir ce musée, il y a 150 et 200 chefs-d'œuvre de tous les compagnons qui sont passés là-bas, et c'est ahurissant ce qu'ils arrivent à faire, vraiment aller jeter un œil. Et donc je me suis dit, ils font ça, et ça a l'air très intéressant, et on ne fait pas ça, nous, dans le dev. Donc je me suis lancé la petite expérience d'essayer moi-même de faire un chef-d'œuvre. Alors j'avais pas envie d'y passer 10 à 15 ans, et j'ai choisi de le faire en CSS. Pourquoi je l'ai fait en CSS? Parce que c'est un langage que je connais assez bien. C'est un langage que je trouve très puissant, avec lequel on peut faire énormément de choses, mais qui est généralement sous-estimé. Et c'est surtout un langage qui évolue très rapidement. Et le fait d'avoir mon petit bac à sable dans lequel je peux faire mon modèle réduit, tester toutes les dernières features de CSS sans avoir à me soucier de la rétrocompatibilité avec les anciens navigateurs comme je dois faire quand je suis vraiment en prod, ça me donnait beaucoup plus de liberté. Et le challenge que je me suis imposé, ça a été de reproduire l'intégralité des drapeaux des pays du monde juste en CSS. Et parce que ça paraissait encore un petit peu trop simple, je me suis rajouté la contrainte supplémentaire de n'utiliser qu'un seul div par drapeau. Donc tout faire dans le CSS, absolument rien dans le HTML. Ce qui m'amène au troisième mot de la présentation, qui est donc la vexillologie. La vexillologie, c'est l'étude des drapeaux. Il y a des gens qui sont fans de musique et qui peuvent en parler pendant des heures. Il y a des gens qui sont fans de drapeaux et qui peuvent en parler pendant des heures. Et j'ai découvert que dans cet univers-là, parce que c'est un tout nouveau monde pour moi, il y a tout un vocabulaire particulier sur les différentes couleurs, sur les différentes formes. Il y a toute une histoire derrière les drapeaux. Quand on voit l'évolution des drapeaux d'un pays, on voit en fait l'évolution de l'histoire du pays qui est derrière. Et j'avais besoin de comprendre cette matière première, parce que le CSS, c'était le côté technique avec lequel j'allais faire mon challenge, mais la matière première de ce que j'allais construire, c'était réellement des drapeaux. Il fallait que je comprenne cet univers pour réussir à le faire de la meilleure manière. Quand j'ai commencé ce projet, j'avais déjà quelques idées de comment j'allais faire les drapeaux les plus communs. Il y en avait d'autres, je me disais ça va être un peu chaud, et il y en a, je me disais je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais je me suis quand même lancé, et puis je me suis dit que j'allais apprendre au fur et à mesure, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette présentation, c'est en commençant simple et les différentes techniques que j'ai pu utiliser. Donc j'ai commencé par le plus simple, celui qui me venait tout de suite à l'esprit, c'est le drapeau français, ce qu'on appelle un drapeau tricolore.
en français dans le texte. Et tous les drapeaux tricolores ont été inspirés du drapeau français et s'appellent même en anglais des tricolores. C'est là que j'ai remarqué que les drapeaux avaient différents ratios. Ils ne sont pas tous rectangulaires, même si la majorité sont rectangulaires. La majorité ont un ratio de 2/3, mais pas tous. Là, on voit le drapeau de la Belgique est carré. Officiellement, selon l'aspect de la Constitution belge, le drapeau belge doit être carré sur tous les documents officiels. Dans les faits, il est plus généralement imprimé de matière rectangulaire, mais autant que possible, j'ai essayé de suivre les specs officiels. Alors, il faut savoir que pour avoir du temps à perdre pour écrire les specs d'un drapeau, il faut que ton pays soit en paix depuis quelques centaines d'années. Et tous les pays qui sont actuellement en guerre civile ou victimes d'un coup d'État, ils ont autre chose à faire que d'écrire ça. Du coup, je me fie aux informations qui sont sur la Wikipédia, qui sont un petit peu plus empiriques, mais qui sont ce que j'ai le plus proche d'une spec officielle. Donc une fois que je sais faire ça, c'est assez facile. Je prends un div, je lui mets une largeur, une couleur de fond, je mets un bord à droite d'une certaine couleur, un bord à gauche d'une autre couleur. Ça me fait un drapeau tricolore, c'est super facile. Et il y a plein de drapeaux dans le monde qui suivent ce pattern, ce qui était super bien pour moi, parce que une fois que je l'avais fait une fois, j'ai juste quelques couleurs à changer et ça va bien. Je me suis même rendu compte que le drapeau de l'Irlande et de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est juste des miroirs l'un de l'autre, les couleurs sont inversées. Le drapeau de la Guinée et du Mali, c'est pareil, vous ne le voyez peut-être pas sur le rétroprojecteur, mais la teinte du vert est légèrement différente. Par contre, la Roumanie et le Tchad sont virtuellement identiques. Si vraiment on vous met les deux drapeaux l'un devant l'autre, le bleu du Tchad est légèrement plus foncé, mais si on vous en montre qu'un seul des deux, vous ne pouvez pas savoir si vous regardez le drapeau du Tchad ou de la Roumanie. Ça, c'était facile, des bandes verticales. Je peux aussi faire des bandes horizontales, j'ai juste à changer mes borders. Il y a des petites feintes, la Colombie, elle a une barre plus grande que les autres, mais c'est pas grave. Et là, on remarque à quel point le ratio est très important aussi, parce que la seule chose qui différencie le drapeau de la Pologne et celui de Monaco, c'est le ratio. Mais bon, ça, c'était les drapeaux faciles. Et je suis arrivé très rapidement à la fin des trucs faciles à faire. Parce que, en vrai, des drapeaux, ça ressemble plus à ce genre de trucs. Et c'est autre chose. Alors ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'est juste un div de CSS à chaque fois. Vous pouvez, il y a l'URL là-bas, c'est en live, pixelastic.github.io/cssflags. Vous pouvez aller regarder le code source de comment ils ont été faits. Et on va voir petit à petit les différentes techniques que j'ai dû mettre en place pour réussir à faire ça. On va commencer simple. J'ai fait des drapeaux avec plusieurs bandes, mais j'étais limité par le nombre de bords que j'avais. Si je veux faire plus de bandes, il faut que je trouve une autre technique. La technique que j'utilise, et que je vais utiliser dans beaucoup de drapeaux, ça va être d'utiliser les linear gradients, qui permettent normalement de faire des dégradés sur un élément. On indique un point de départ d'une certaine couleur, donc rouge ici, et puis jusque là, tu vas me faire un dégradé vers le bleu, et le navigateur s'occupe de faire toutes les teintes intermédiaires entre les deux. La petite astuce, c'est que si on donne la même couleur au départ qu'à l'arrivée, il va juste faire un aplat de couleurs. Et dans ce cas-là, si je veux faire le drapeau de l'île Maurice, par exemple, je peux définir plusieurs linear gradients. Il suffit juste que je les décale légèrement les uns des autres pour pas qu'ils se superposent et pour avoir les bandes de différentes couleurs. Donc pour chaque linear gradient, il faut indiquer un angle. Donc là, je mets 180 degrés, ça veut dire de haut en bas. Donc de 0 jusqu'à 37 pixels, c'est transparent, puis de 37 à 74, ça va être bleu, et de 74 à 100%, donc c'est-à-dire en bas, c'est transparent. Je fais ça pour les différentes couleurs, j'ai mes différentes lignes, ça marche bien. Une autre propriété très intéressante des linear gradients, c'est que l'ordre dans lequel on va les définir a son importance. Les premiers que je vais définir vont être mis sur un layer qui va être le plus proche de l'écran, comme un Z-index, et les autres vont passer derrière. Donc là, si je dois faire le drapeau du Bénin, je commence par faire un linear gradient vertical qui est vert, que je mets en premier, avec un angle de 90, ça veut dire de gauche à droite, et ensuite j'en mets deux horizontaux derrière, qui vont en fait passer derrière la barre verte. Si jamais j'avais mis le vert en dernier, il aurait juste été caché derrière les barres jaunes et rouges. Donc en jouant intelligemment avec l'ordre dans lequel je vais mettre les différentes lignes, ça me permet de faire ce genre de construction. Et ça me permet de faire aussi tous les drapeaux qu'on appelle les croix nordiques, qui sont utilisés par tous les pays scandinaves. Donc pour un drapeau simple comme celui de la Suède, je mets une couleur de fond bleu, je mets un linear gradient horizontal pour faire une barre de la croix et un autre vertical pour faire l'autre. Pour un poil plus compliqué comme la Norvège, c'est le même principe, mais par exemple, je vais faire un fond rouge, je vais commencer par faire ma croix bleue, et derrière, je vais faire une croix légèrement plus large, blanche, mais comme elle va s'afficher derrière, ça va faire cet effet de bordure blanche tout autour. Ça, c'est juste un élément avec quelques dégradés derrière.
Une autre propriété de gradient qu'on peut utiliser, ça va être les radial gradients. On peut faire un dégradé qui commence au centre d'un cercle et qui s'étale dans toutes les directions. C'est la même astuce, j'utilise la même couleur au démarrage qu'à l'arrivée, et du coup ça me fait un cercle d'une couleur unie. J'ai eu des petits problèmes d'aliasing autour de mes cercles où c'était crénelé et c'était pas très beau, donc la petite astuce que je rajoute, c'est de faire un dégradé d'1 pixel au niveau de la bordure vers la couleur transparente pour essayer d'adoucir un petit peu ce rond. S'il y a des designers dans la salle et qu'ils ont des bons yeux, ils ont sans doute remarqué que le cercle du drapeau du Bangladesh n'était pas centré. C'est tout à fait normal, j'ai suivi la spec, il n'est pas centré dans la spec. Un autre symbole qui est hyper présent, qui est généralement au centre des drapeaux, mais pas toujours, qui peut être de différentes couleurs et de différentes tailles, c'est une étoile. Cette étoile classique à 5 branches. La chance que j'ai pour cette étoile, c'est que c'est en fait un caractère UTF-8 qui existe dans la table des caractères UTF-8. Du coup, qui s'appelle le Black Star, il me suffit d'employer un pseudo-element before pour rajouter un contenu au début, donc je rajoute juste cette étoile, et ensuite en jouant avec la font size, je peux changer sa taille, je peux changer sa couleur, et avec un position absolute, je le mets où je veux. Ça marche très bien, c'est un beau drapeau du Vietnam très facilement. Sauf que voilà, en vrai, encore une fois, les drapeaux, ils n'ont pas tous des symboles aussi simples. Alors pour le pentagramme du Maroc, l'étoile d'Israël et la feuille d'érable du Canada, j'ai de la chance parce que c'est des caractères UTF-8 qui existent. Je peux les utiliser tels quels. Le cèdre du Liban, l'aigle à 2 têtes de l'Albanie, la machette et l'engrenage de l'Angola, non, ça, ils n'existent pas. Donc il a fallu que je trouve une autre technique, et pour ça, j'ai légèrement triché. J'ai créé ma propre police de caractères dans laquelle j'ai utilisé tous les symboles dont j'avais besoin. En même temps, je dis que j'ai triché, mais c'est mon challenge, c'est moi qui me suis fixé mes limites, donc c'est moi qui décide un peu si c'est triché ou pas triché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une application en ligne qui s'appelle ecomoon.io, où il suffit d'uploader des fichiers SVG et on peut de choisir à quel caractère on veut les associer, et on peut télécharger la police de caractères qui va avec. Il y a toute une plage de caractères dans les caractères UTF-8 qui est libre, où on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut dedans, et on est sûr de ne pas overrider un caractère existant, et c'est là que j'ai mis les miens. La contrainte que je me suis imposée dans l'utilisation de cette fonte, c'est de n'utiliser ces symboles que si j'étais incapable de les faire autrement en CSS, et de ne les utiliser que pour des symboles qui étaient monochromes. Parce qu'effectivement, j'aurais pu faire tous les drapeaux très facilement en mettant un PNG en base 64, en background image, et c'était réglé, mais ce n'était pas le but du challenge. Le truc, quand même, et la bonne chose la bonne chose du fait que j'ai utilisé une fonte, c'est que ça me permet de régler ce problème où la plupart des drapeaux n'ont pas un symbole, mais ont le même symbole plusieurs fois. Et comme moi j'utilise des before et potentiellement des after, ça aurait voulu dire que je peux utiliser que 2 fois le même symbole. Et là, j'en ai besoin de beaucoup plus que ça. Mais comme j'utilise une fonte spéciale, ça veut dire que mes symboles, c'est du texte. Et si c'est du texte, je peux utiliser text shadow dessus. Text shadow, ça permet d'appliquer une ombre à un texte. Normalement, on définit l'abscisse et l'ordonnée de décalage qu'on veut par rapport au texte initial, on définit la couleur et on peut définir la taille de l'ombre. Et si on définit une taille de 0, ça fait en fait un aplat de couleur du texte original. Donc là, pour le drapeau du Honduras, tout ce que j'ai à faire, c'est de placer une étoile au centre et de placer les 4 autres en text shadow légèrement décalés par rapport. Un autre symbole hyper fréquent, particulièrement dans les pays musulmans, c'est le croissant. J'aurais pu utiliser ma fonte pour faire directement le croissant, mais comme je savais comment le faire en CSS, je l'ai fait directement en CSS. Quand on y réfléchit, un croissant, c'est rien de plus qu'une ellipse, c'est 2 cercles qui sont superposés, et je vous ai montré comment faire des cercles, donc je sais comment faire des croissants. Tout ce qu'il me suffit de faire pour faire par exemple le drapeau de la Mauritanie, c'est de commencer par faire un gros cercle jaune, en radial gradient, et de rajouter un autre cercle de la même couleur que la couleur de fond par-dessus. La seule partie qui est visible, ce sera l'excédent du cercle jaune et qui donc formera un croissant. Une autre forme qui a l'air super simple mais qui est en fait très très difficile à faire en CSS correctement, c'est les triangles. Alors, il y a une astuce qui est un peu connue en CSS pour faire des triangles, ce serait de prendre un élément avec une largeur 0 et une hauteur 0, mais de lui appliquer des très grands border top, border bottom de couleurs invisibles, comme ça les border right et left, on peut leur définir une couleur et ils vont changer leur taille automatiquement et avoir une forme triangulaire. Ça marche dans certains des exemples dont j'ai besoin ici, mais pour Djibouti ou Cuba par exemple, j'ai besoin de mettre un content à l'intérieur et du coup un élément avec une taille de 0, ça ne marche pas. Il a fallu que je trouve une autre technique
Et parce qu'on vit dans le futur, et pour faire suite à la presse de Raphaël et Rodolphe de ce matin, j'utilise ClipPass. Le principe de ClipPass, pour moi, c'est comme si vous preniez un div, vous lui mettez une couleur de fond, et ensuite vous dessinez quelques points à l'intérieur de ce div, prenez une paire de ciseaux et vous coupez entre ces points-là. Toutes les chutes de papier, vous les enlevez, et la seule partie qui est visible, c'est ce qui se retrouve au milieu. Donc là, pour faire le drapeau de la Tchéquie, et petite parenthèse, en avril dernier, la République tchèque a changé de nom pour des raisons commerciales, et s'appelle désormais la Tchéquie, parce que ça passe beaucoup mieux à l'international, et c'est une des vraies raisons officielles. Donc ce que je fais pour ce drapeau-là, c'est que je commence par faire, comme d'habitude, une bande horizontale blanche, une bande horizontale rouge, et je rajoute un rectangle bleu en pseudo-element before. Mais par contre, je vais le découper par-dessus avec ClipPass, avec les 3 points qui sont définis ici, 0, 0, donc c'est-à-dire tout en haut à gauche, 100%, 50%, c'est-à-dire à moitié de la hauteur de la bordure de droite, et 0, 100%, c'est-à-dire tout en bas. Ça me fait mes 3 points de mon triangle, je découpe entre ces 3 points, et n'est visible que la partie qui se trouve à l'intérieur. Pas mal de drapeaux utilisent des diagonales. En soi, c'est pas très difficile à faire. C'est encore des linéaires gradients. La seule difficulté, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver l'angle. C'est pas aussi facile que 90 degrés, 180 degrés cette fois-ci. Et il faut que j'arrive à trouver quel est exactement l'angle pour faire les angles pour faire par exemple le drapeau des Seychelles. Pour ça et pour tous les autres drapeaux, j'ai utilisé un site qui s'appelle vexilamundi.com qui référence tous les drapeaux du monde en donnant les différentes couleurs et les feuilles de construction comme celle-ci avec les différentes dimensions. Si vous faites attention, vous remarquez que là, j'ai juste les dimensions des différentes barres et je n'ai pas les angles dont j'ai besoin pour faire mes linéaires gradients. Donc il a fallu que je refasse un petit peu de trigonométrie. Et la trigonométrie, la dernière fois que j'en ai fait, moi, c'était au lycée et je pensais que j'allais un peu galérer. Pour de vrai, c'était pas très compliqué, il y a juste 2 trucs à savoir. Son théorème de Pythagore, comme quoi le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Et le moyen mnémotechnique qu'on m'avait appris, SOHCAHTOA, qui me permet de récupérer la valeur d'un angle à partir du moment où je connais au moins les longueurs de 2 autres côtés du triangle rectangle. Avec ces 2 trucs-là, en faisant un peu de gymnastique, je récupère tout ce dont j'ai besoin et tous les angles dont j'ai besoin. J'ai fait tout mon projet, pas en CSS directement, encore heureux, mais en SAS. Donc j'ai quelques fonctions, j'ai des mixins, il y a des trucs que je peux simplifier. Et la bonne chose avec SAS, c'est que c'est écrit en Ruby et que donc on peut l'étendre avec ses propres méthodes Ruby. Par défaut, ça, il ne sait pas faire des sinus et des cosinus, mais comme je peux l'étendre, je peux lui passer toutes les méthodes de Ruby dont j'ai besoin et faire mes calculs de sinus et de cosinus directement dans mon CSS. Donc c'est à peu près responsive, je peux changer les tailles des drapeaux et tout va se refaire proportionnellement. Je vais finir juste sur le drapeau du Royaume-Uni, qui pour moi est emblématique de tout ce projet. Ça a été un des plus difficiles à faire. Il a fallu que j'utilise de la trigonométrie pour trouver les angles des différentes diagonales. Il a fallu que j'utilise du linéaire gradient pour les mettre correctement. Et la petite subtilité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que les diagonales rouges qui sont ici, elles commencent en bas et elles finissent en haut des diagonales blanches. Et ça, avec juste des linéaires gradients tels que je l'ai montré, je ne pouvais pas le faire. Ma barre, elle allait jusqu'en haut. Donc il a fallu que je fasse du linéaire gradient, que je joue avec une syntaxe avancée du linéaire gradient qui est très proche du ClipPass, pour réussir à faire ça. Donc d'utiliser plein de techniques sur le même. Mais surtout, il a fallu que je comprenne comment ce drapeau avait été fait, quelle était l'histoire qui était derrière. Le drapeau du Royaume-Uni, c'est juste la superposition des drapeaux des pays qui le composent, l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. Et une fois que j'ai compris ça, mon code CSS il a été beaucoup plus facile à écrire, parce que j'ai vraiment une séparation des différents layers du drapeau que je veux faire derrière. J'aime bien celui-ci parce que c'est vraiment emblématique de la matière première que j'utilise et de la technique que j'ai dû utiliser. Et surtout, une fois que j'ai pu faire ce drapeau, je peux le réutiliser partout. Je peux faire tous les drapeaux des anciens pays du Commonwealth en mettant juste l'Union Jack dans un pseudo-element before, dans ce qu'on appelle le canton, c'est-à-dire la partie en haut à gauche des drapeaux. Ce qui me permet de faire tous ces trucs-là en réutilisant ce que j'avais fait précédemment. Je vais finir sur cette phrase hyper bateau, mais néanmoins vraie. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Je pense qu'au travers de cette présentation, je vous ai fait voyager au travers de plein de pays du monde et je vous ai fait voyager au travers de CSS. Mais s'il y a un truc que vous devez retenir de cette présentation, c'est s'il vous plaît, n'utilisez pas mon code en production. C'est absolument pas fait pour ça. Il y a des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus performants de faire des drapeaux que de faire tout ce que j'ai fait. Mais c'est la manière dont je l'ai fait qui a été intéressant pour moi. Je n'y ai pas passé 15 ans. Je ne pense pas avoir révolutionné le monde du CSS en faisant ça, mais j'ai appris énormément de choses sur le langage en le faisant. Et je peux que vous inciter à essayer de faire la même chose avec un langage que vous connaissez bien
essayez de le pousser dans ses limites, essayez de lui faire des choses pour lesquelles il n'a pas été pensé à la base. Vous comprendrez beaucoup mieux comment il fonctionne, quelles sont ses limites, ce qu'il sait bien faire, ce qu'il ne sait pas bien faire. Et après avoir fait ça, tout ce que je fais en CSS tous les jours, ça me paraît tellement simple maintenant que c'est une super expérience. Et j'ai fini, et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci.